L'appel d'urgence au centre d'urgence 111 fut reçu le lundi matin à 10h07. Une femme qui s'identifia comme Talia P. expliqua calmement au répartiteur qu'un accident s'était produit. Selon ses mots, son fils de 3 mois, Oliver James P., était tombé dans le tambour d'une machine à laver Bosch I-Series qui avait supposément été accidentellement mise en marche. Malgré l'horreur de la situation, Talia fournit de manière détaillée et claire l'adresse, le modèle de la machine et répéta plusieurs fois qu'il s'agissait d'un accident. Le répartiteur nota plus tard que la femme semblait sûre, comme si elle avait préparé ses mots à l'avance. Quand la première patrouille de police arriva à la maison numéro 14 dans Good Street, Talia attendait déjà au portail. Elle était vêtue d'habits ordinaires, pas appropriés pour le matin d'octobre avec 8 degrés Celsius. Sur son visage, il n'y avait pas de larmes. Elle pointa silencieusement de la main vers l'entrée de la maison et répéta la phrase sur l'erreur accidentelle. Les agents entrèrent. La maison, petite et ordonnée, était soigneusement rangée, ce qui contrastait étrangement avec ce qui s'était passé là, littéralement quelques minutes avant l'arrivée de la patrouille. Les enquêteurs se dirigèrent immédiatement vers la buanderie, une petite pièce dans le coin arrière de la maison. La porte de la machine était grande ouverte, mais le tambour tournait encore lentement, ce qui était une violation grave de la technologie de sécurité et de la logique d'ingénierie du modèle Bosch I-Series. Cette technologie aurait dû automatiquement arrêter le mouvement du tambour quand la porte s'ouvre. Les enquêteurs de la police scientifique découvrirent rapidement un détail petit, mais extrêmement important. Sur le capteur du verrouillage de porte, qui empêche la rotation du tambour quand la porte est ouverte, se trouvait un morceau de ruban isolant PVC noir. Ce fait signifiait que quelqu'un avait manuellement et consciemment désactivé le système de sécurité. Sur le ruban isolant lui-même fut trouvée une empreinte claire et fraîche du pouce droit de Talia P. Une autre circonstance importante était l'emballage de lessive presque vide, bien que dans la buanderie régnait une forte odeur de poudre, comme si récemment une portion complète avait été ajoutée. Attira également l'attention un routeur Huawei B818 qui se trouvait sur la table à côté. Son indicateur brillait jaune et signalait une connexion Internet instable, ce qui signifiait que l'enregistrement cloud de l'appareil intelligent pourrait être perturbé ou falsifié. Dans les premières minutes de l'enquête, la police considéra 2 personnes, la mère et le père, Lewis S., le partenaire de Talia. La mère était présente sur les lieux et affirmait calmement et sûrement que c'était une erreur. Le père n'était pas là, ce qui souleva immédiatement des questions supplémentaires. Lewis, selon Talia elle-même, était un raveur et DJ qui voyageait constamment entre les villes de Nouvelle-Zélande. Ce matin-là, il devait voyager de la ville de Picton à Wellington, environ 290 km de Rangiora. Il était déjà parti à l'aube, vers 4 heures, avec le ferry Inter-Islander. Cependant, les déclarations du voisin nommé Gregory Miller firent réfléchir les enquêteurs. À 9h40, moins d'une demi-heure avant l'appel de Talia à la police, Miller entendit une voix masculine depuis la cour voisine. Les mots étaient incompréhensibles, mais le ton de conversation était calme et silencieux. Cela pourrait signifier que Lewis S. était secrètement rentré à la maison d'une manière ou d'une autre et après l'incident partit rapidement pour confirmer son alibi. La police demanda urgemment confirmation de l'entreprise Siatrak qui enregistrait les passagers du ferry. 1 heure plus tard, le répartiteur de Siatrak transmit des données précises. Lewis se trouvait effectivement à bord du ferry qui quitta Picton à 9h20 et arriva à Wellington à 10h55. Même dans le scénario de voyage le plus optimiste en voiture, il aurait été impossible qu'il soit à Rangiora quand le voisin entendit la voix. Le voyage aurait pris environ 3h30. La fausse piste se ferma rapidement et laissa les enquêteurs à nouveau seuls avec la mère. À ce moment, le médecin légiste Anthony Liu dirigea l'attention de l'enquête sur un autre détail important. En examinant l'état du ruban isolant, il conclut qu'il avait été placé récemment, littéralement quelques minutes avant l'appel à la police.
Ce détail pointait directement vers des actions préméditées de la mère. La question se réduisait maintenant à une. Pourquoi elle avait fait cela? Et pourquoi elle cherchait à présenter ce qui s'était passé comme une simple coïncidence? L'enquêtrice Elizabeth Ross observa Talia depuis la cuisine où la femme était assise tranquillement à la table et buvait de l'eau en silence. Elle ne demanda pas d'aide, n'était pas nerveuse et ne pleurait pas, comme si elle savait à l'avance comment les événements se développeraient. Ce calme semblait encore plus suspect dans le contexte de l'horreur de l'incident. À ce point de l'enquête, la police savait déjà que la version de coïncidence mentionnée par la mère ne résistait pas à la vérification. Mais il n'y avait pas encore de motif confirmé. La police reconnut, malgré l'évidence des preuves, les vraies raisons de ce qui s'était passé étaient encore cachées derrière un mince voile d'incertitude. La prochaine étape des enquêteurs était évidente. Il était nécessaire de vérifier les journaux opérationnels de la machine à laver intelligente et d'étudier les documents financiers de la famille. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourraient s'approcher de résoudre la vraie raison de ce qui s'était passé. Et pour l'instant, il restait à attendre ce que montreraient exactement ces données et quelle image pourrait être distinguée derrière l'évidence extérieure de la tragédie. Pourquoi Talia P. contracta-t-elle une assurance pour Oliver avec un paiement de 30 000 $ néo-zélandais 6 semaines avant la tragédie? Le mardi matin, il y avait beaucoup d'activités au commissariat de Rangiora. L'enquête, qui hier encore ressemblait à un simple accident tragique, devenait plus compliquée et étendue chaque heure. Maintenant, les agents concentrèrent leurs efforts sur la personnalité de la seule suspecte, Talia P., la mère du bébé de 3 mois Oliver. Après que la version de participation du père ait été officiellement écartée, la détective Elizabeth Ross obtint un mandat de perquisition pour vérifier tous les documents financiers et activités électroniques de Talia des derniers mois. Les données du compte bancaire de Talia, fournies par la plateforme BNPL, attirèrent immédiatement l'attention de l'enquête. Il s'avéra que la femme avait des dettes considérables, 18 000 $ néo-zélandais. Cette somme était considérable pour une jeune mère qui vivait du salaire de son partenaire musicien et d'aides temporaires. Dans les documents figuraient des dettes envers 3 grandes boutiques en ligne et une organisation de crédit locale. Mais ce n'était pas la seule particularité financière qui apparut lors de l'analyse des documents. Un employé de la compagnie d'assurance AA Insurance informa la police qu'1 mois et demi avant l'incident, le 2 septembre, Talia avait contracté une police d'assurance spéciale, Child Protection, qui prévoyait un paiement jusqu'à 30 000 NZD en cas d'urgence avec Oliver. L'agent d'assurance qui reçut la demande se souvint que la femme s'était comportée calmement, avait posé beaucoup de petits détails et avait insisté pour l'émission la plus rapide possible de la police. Dans le contexte de l'instabilité financière générale de la famille, contracter une telle police d'assurance semblait au moins illogique. Mais jusqu'à présent, l'enquête n'avait pas de preuve directe d'obtention intentionnelle de prestations d'assurance. Pendant ce temps, les spécialistes techniques de la police terminèrent l'analyse des appareils confisqués de la maison de Talia. Digital Forensics examina soigneusement le contenu de son ordinateur portable Apple MacBook Air et de son smartphone iPhone 15 Pro. Les données du navigateur récupérées montrèrent que Talia avait fait de manière répétée des recherches sur les paiements d'assurance et les conditions sous lesquelles les paiements sont effectués ces dernières semaines. Ces recherches furent en fait à différents moments de la journée, même tard dans la nuit, quand son partenaire Lewis voyageait dans le pays. Cependant, les 2 dernières semaines avant la tragédie furent celles les plus préoccupantes pour l'enquête. Talia chercha activement des informations avec le mot-clé « Bosch Door Lock Bypass ». Sur Internet étaient disponibles des instructions détaillées et même des vidéos sur comment contourner manuellement le capteur de verrouillage de porte de la machine à laver. De telles informations étaient disponibles et techniquement simples à réaliser, même pour une personne sans formation spécialisée. Après avoir reçu ces données, Elizabeth Ross cita Talia à nouveau pour interrogatoire. La suspecte se comporta délibérément calmement et sûrement, répondit brièvement et directement. Quand l'enquêtrice signala l'empreinte digitale trouvée sur le ruban isolant, Talia répéta la même phrase qu'elle avait dite la veille. « Je ne sais pas comment le ruban est arrivé dans la serrure,
Peut-être que je l'ai touché accidentellement dans la panique quand j'ai ouvert la porte. » Ces mots contredisaient la clarté et la position de l'empreinte digitale qui avait été établie par les techniciens judiciaires. L'empreinte avait été laissée de manière uniforme et soignée, clairement pas dans la panique et pas dans la hâte. L'enquêtrice remarqua cette contradiction mais ne l'a pas soulignée pendant la conversation. Parallèlement, la police reçut un commentaire inattendu d'un expert technique de l'entreprise Bosch. Le spécialiste confirma que dans le modèle Bosch I-Series, des cas rares de défaut de fabrication du capteur de porte étaient effectivement documentés. Avec un tel défaut, la machine pourrait théoriquement commencer à fonctionner avec la porte déverrouillée, ce qui soutenait partiellement la version de la suspecte. L'expert ajouta que de tels cas sont rares, mais sont officiellement documentés dans la documentation technique de Bosch pour 2023. Bien que l'enquête ne puisse pas ignorer ce fait, la découverte du ruban isolant et les recherches de Thalia ne correspondaient clairement pas au scénario d'une erreur accidentelle. Pour l'instant, l'enquêtrice Ross prit note de la version du défaut de fabrication, mais la garda dans une section séparée des documents d'enquête. Cependant, la nouvelle la plus importante de la journée arriva seulement vers le soir, quand un officier de police de Rangiora reçut un extrait officiel des protocoles de l'application Home Connect. Cette application permettait de contrôler à distance les appareils électroménagers Bosch via le smartphone du propriétaire. Selon les données fournies par le support technique, le programme Coton 40°C fut lancé à distance depuis le smartphone qui appartenait à Thalia. Le démarrage du lavage eut lieu exactement à 9h43, 24 minutes avant son appel au centre d'urgence. Ce fait raya la version de la suspecte sur l'appui accidentel du bouton et indiquait un mensonge évident. Mais l'enquête ne se précipita pas pour annoncer des conclusions. Une erreur technique, bien qu'improbable, n'avait pas encore été officiellement exclue. Elizabeth Ross ferma calmement le dossier de documents et comprit que plus ils étudiaient Thalia en profondeur, plus de contradictions apparaissaient dans son histoire. L'enquête était clairement au seuil de conclusions sérieuses, mais n'était pas encore prête à les annoncer officiellement. Pourquoi Karen M., la grand-mère d'Oliver, était-elle convaincue que Thalia avait une peur panique de toute technologie domestique si la machine à laver était connectée au smartphone de la suspecte? Elizabeth Ross se concentra dès le mercredi matin sur la vérification de l'environnement de la famille P. Après l'analyse d'hier de la personnalité de Thalia et de son historique financier, l'enquête voulait comprendre à quel point les déclarations des proches et des familiers étaient infiables. La première à être appelée pour une conversation fut Karen M., la mère de Thalia et grand-mère du petit Oliver de 3 mois. Elle avait déjà fait des déclarations initiales le premier jour, mais maintenant, une conversation plus approfondie était nécessaire. Karen semblait nettement tendue et fatiguée. La femme se comportait de manière agitée, mais tenait fermement à chacun de ses mots. Elle affirmait que sa fille avait toujours montré une peur étrange et notable envers tout appareil électroménager. Selon Karen, Thalia évitait même les opérations simples avec le micro-ondes et n'utilisait jamais les télécommandes. Cependant, la vérification des messages dans le téléphone de Karen montra un historique de messages étranges. Dans un SMS du 23 septembre, Karen demanda à sa fille de ne pas laisser Oli sur la machine à laver, visiblement préoccupée par la négligence de sa fille dans le maniement de l'appareil. Le contenu du message contredisait ses paroles sur la supposée peur panique de Thalia envers la technologie. Elizabeth Ross remarqua immédiatement cette discordance. Pour obtenir une autre confirmation indépendante, elle demanda les enregistrements des caméras de surveillance des voisins qui étaient dirigés vers la cour et l'entrée de la maison numéro 14 dans Good Street du dernier mois. Les enregistrements CCTV des voisins montrèrent une image complètement différente. Plusieurs fois, pendant septembre et début octobre, la caméra filma clairement comment Thalia, sans aucune gêne, portait des paquets lourds et des sacs de courses dans la maison, allait avec assurance à la buanderie et y passait suffisamment de temps. Dans les enregistrements vidéo, toute indication de peur ou de tension liée à la technologie était complètement absente. Cela était complètement opposé au portrait que Karen cherchait à peindre. Quand les enquêteurs invitèrent Karen M. à nouveau et lui montrèrent les enregistrements des caméras des voisins,
Sa réaction fut confuse et contradictoire. Elle ne put expliquer pourquoi elle avait insisté si sûrement sur la peur de sa fille. Au lieu de cela, Karen commença à parler de l'état psychologique complexe de Talia après la naissance d'Oliver. Elle insista que sa fille pourrait souffrir de dépression postnatale, et cela pourrait avoir déformé son comportement et sa perception de l'environnement. Cette déclaration nécessitait une confirmation experte immédiate. Le même jour, un psychiatre judiciaire assigné au commissariat de police de Rangiora effectua avec Talia un test EPDS standard qui évaluait le niveau de dépression postnatale. Les résultats furent clairs. L'indicateur était de 8 points, ce qui était complètement dans la plage normale. Et bien que l'état psychologique de Talia soit maintenant documenté comme stable, Karen continuait d'affirmer le contraire et essayait visiblement d'influencer l'image de l'enquête. Pour soutenir sa version, Karen se rappela soudainement un nouveau fait. Selon ses mots, elle reçut un appel téléphonique d'un homme inconnu dans la nuit avant la tragédie. La voix était rude, irritée et exigeante. L'homme insinuait des difficultés financières de sa fille et parlait comme si c'était du chantage direct. Karen était visiblement agitée et essayait de convaincre les enquêteurs que la cause de tout pourrait être un maître chanteur inconnu qui exerçait une pression sur la famille. L'enquête demanda immédiatement des registres détaillés d'appels de la compagnie de télécommunications Spark pour vérifier les paroles de Karen. La réponse de l'opérateur arriva dans l'heure et ferma complètement la théorie émergée. Le numéro d'où venait l'appel existait effectivement et était enregistré en Australie. Cependant, selon les données de facturation de Spark sous le numéro 324/24, l'appel eut lieu directement pendant l'embarquement du vol QF-135 de Qantas à Melbourne. Le propriétaire du téléphone se trouvait à l'aéroport et ne pouvait physiquement avoir aucune relation avec la famille P et ses circonstances. La version du chantage tomba immédiatement et fut fermée par un document officiel de Spark. Ainsi, la question la plus importante pour l'enquête, qui et pourquoi avait installé l'application de contrôle à distance de la machine à laver Bosch sur le smartphone de Talia, restait ouverte et ne faisait qu'intensifier les soupçons contre elle. Seule avec les documents d'enquête à la fin de la journée, la détective Elizabeth Ross révisa une fois de plus les enregistrements vidéo CCTV. Sur ceux-ci, Talia semblait sûre et calme, sans signe de peur ou d'inquiétude, interagissant tranquillement et habituellement avec la technologie, comme une personne qui contrôlait complètement la situation. Dans les documents du cas apparut un nouveau focus important. Maintenant, l'enquête décida définitivement de clarifier l'état technique de la machine à laver Bosch et de découvrir l'origine du ruban isolant PVC noir sur le capteur de porte. La version d'intervention externe fut écartée. Les déclarations familiales s'avérèrent partiellement insoutenables et la tentative de blâmer la situation sur l'état dépressif de la suspecte ne fut confirmée par rien. L'enquête se dirigeait lentement mais inexorablement vers le moment le plus sensible. Il fallait établir si Talia pouvait physiquement et techniquement préparer la tragédie sans aide extérieure. Pourquoi Talia acheta-t-elle du ruban isolant PVC noir seulement 12 jours avant la tragédie? Si elle affirmait ne pas savoir d'où il venait sur le capteur de la machine à laver. La matinée du jeudi a commencé par une visite inattendue au commissariat de Rangiora. Michael Trevors, employé de la filiale néo-zélandaise de Bosch, est venu personnellement pour remettre des preuves importantes à l'enquête. Dans ses mains, il tenait une petite enveloppe et à l'intérieur, un reçu d'achat de ruban isolant PVC noir et un tournevis simple. Dans les documents commerciaux figuraient les initiales de l'acheteur, TP. L'achat a été effectué exactement 12 jours avant l'événement, le 2 octobre 2024. Michael expliqua que la veille, la direction de l'entreprise avait ordonné une vérification complète de toutes les commandes et achats qui pourraient être liés à la tragédie. Quand ce reçu est apparu, Bosch NZ a immédiatement informé la police. La détective Elizabeth Ross a immédiatement envoyé des agents au magasin Bunnings Warehouse, où l'achat avait été effectué. L'examen des bandes vidéo des terminaux de caisse confirma l'acheteuse était effectivement Talia P. elle-même. L'enregistrement était clair. La femme choisit avec assurance dans le département électrique exactement la marque de ruban isolant noir qui avait été trouvée sur le capteur de sa machine à laver, puis
Elle acheta un tournevis standard avec poignée en caoutchouc. Tout le processus d'achat n'a pas duré plus de 10 minutes et la femme semblait absolument calme. L'extrait financier de sa carte bancaire confirma la transaction pour exactement 31 $ néo-zélandais. Le temps de la transaction correspondait parfaitement avec la vidéo du magasin. 1 heure plus tard, Talia fut amenée à nouveau au commissariat. Les questions devinrent plus concrètes. Et maintenant, l'enquêtrice Ross évita consciemment les mots et allusions inutiles. À la question directe sur le but de l'achat, Talia répondit brièvement. Le ruban isolant était nécessaire pour réparer le câble chargeur du téléphone. Le câble était cassé et en acheter un nouveau était cher. La réponse était claire et rapide, comme préparée à l'avance. Elizabeth Ross savait qu'une telle version était facile à vérifier. Le même jour, les techniciens judiciaires menèrent une recherche soigneuse dans la maison de la famille P. Cependant, les résultats de la recherche ne laissaient aucun doute. Dans la maison, aucun câble de chargeur ou autres appareils électriques ne fut trouvé qui auraient eu des signes de réparation ou même des dommages superficiels. La version de Talia sur la réparation domestique ne fut pas confirmée. L'enquête retourna à nouveau au magasin Bunnings Warehouse pour interroger les employés qui avaient servi Talia le jour de l'achat. La caissière Claire Davis se souvint que l'acheteuse avait prétendument mentionné qu'elle prenait le ruban isolant pour son ami électricien. Ce détail inattendu pourrait donner un nouveau tournant à l'enquête, car il signifiait un possible témoin inconnu ou même complice. Elizabeth Ross demanda immédiatement une vérification de tous les contacts et messages dans le téléphone de la suspecte pour le dernier mois. Les spécialistes de l'unité de données menèrent une analyse approfondie de l'appareil mobile et découvrirent rapidement un profil supprimé dans l'application Tinder. Cependant, la tentative d'expliquer l'achat par l'apparition d'un mystérieux ami s'avéra fausse. La restauration de la correspondance du chat Tinder supprimé montra. Talia communiquait effectivement avec un homme qui se présentait comme électricien, mais dans la correspondance, il n'y avait pas une seule mention d'une demande d'acheter du ruban, isolant ou un tournevis. Plus encore, la correspondance s'arrêta sans rencontre personnelle et l'électricien n'avait aucune relation avec les événements. La version perdit complètement sa base. Le même soir, le commissariat de Rangiora reçut un rapport technique officiel de Bosch NZ. Les ingénieurs qui examinèrent l'état technique de la machine Bosch I-Series exclurent définitivement la version du défaut de fabrication. Le capteur de verrouillage de la porte était en parfait état technique et n'avait aucun défaut de production. La conclusion technique était sans équivoque. Le système de sécurité avait été désactivé manuellement par intervention extérieure. Dans le langage du rapport technique, cela sonnait brièvement. Manual Override Detected. 2 importantes fausses pistes qui avaient longtemps traîné dans l'air furent officiellement fermées ce jour-là. Le défaut de fabrication du capteur et l'ami électricien inexistant. L'enquête se concentra maintenant complètement sur Talia elle-même. Les preuves claires qu'elle avait personnellement acheté les matériaux qui furent utilisés pour les manipulations sur la machine mirent ses paroles sous un doute sérieux. Cependant, le motif restait caché derrière un voile d'incertitude. Dans les dossiers de l'affaire restait encore un détail important non éclairci, la séquence d'actions que la suspecte avait effectuée le matin du 14 octobre. Les protocoles de l'application Home Connect confirmèrent le démarrage du programme Cotton 40 degrés Celsius, dont la durée était exactement 59 minutes. Mais l'enquête n'avait pas encore établi pourquoi exactement ce programme long fut choisi et ce qui se passa exactement dans ces minutes jusqu'à l'appel au centre de secours. Le jour se terminait et Elizabeth Ross comprenait clairement que la solution finale de cette histoire se rapprochait de plus en plus. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas se précipiter avec des conclusions officielles. Le 18 décembre 2024, un peu plus de 2 mois après la tragédie de Good Street, l'affaire concernant la mort du bébé de 3 mois Oliver James P. atteignit le procès final. Dans la salle du tribunal de district de Christchurch régnait le silence. Les jurés écoutaient attentivement chaque mot de l'accusation et comparaient les preuves avec les dossiers de l'affaire. Le procureur Michael Wood présenta au tribunal des preuves claires et indiscutables qui avaient été rassemblées pendant tout le temps d'enquête.
Sur le grand écran furent montrés les enregistrements des caméras vidéo du magasin Bunnings Warehouse, où Talia P. acheta avec assurance du ruban isolant PVC noir et un tournevis 12 jours avant la tragédie. À côté de cela fut présenté le reçu avec les initiales de l'acheteur TP, qui confirmait la transaction de 31 $ néo-zélandais avec la carte bancaire de la suspecte. Après cette preuve, le tribunal vit une diapositive avec une photo du morceau de ruban isolant lui-même qui avait été trouvé sur le capteur de la porte de la machine à laver Bosch. La seule et claire empreinte digitale qui fut découverte sur la surface adhésive correspondait à l'empreinte du pouce droit de Talia P. Mais la preuve la plus importante retentit après le rapport technique de Bosch, NZ et les protocoles de l'application Home Connect. Le tribunal vit des preuves qu'exactement à 9h43 du matin du jour de la tragédie, le cycle de lavage, cotton 40 degrés Celsius, fut démarré à distance depuis le smartphone enregistré au nom de Talia. La requête de données GeoIP confirma que le smartphone à ce moment-là était exactement dans sa maison, connecté au routeur Huawei dans le garage. Cela exclut un démarrage à distance accidentel ou une intervention extérieure de l'extérieur. Le maillon final dans la chaîne de preuves fut la police d'assurance que Talia avait souscrite le 2 septembre 2024, 47 jours avant la tragédie. La première prime d'assurance fut payée correctement. La suivante, cependant, n'arriva jamais. Sur l'écran furent présentés des rapports des comptes bancaires de Talia qui montraient de sérieux problèmes financiers. Une dette de 18 000 $ néo-zélandais sur la ligne de crédit BNPL qui était clairement devenue un fardeau, insupportable pour la suspecte. Le procureur construisit méthodiquement la séquence des événements. Quelques jours avant la tragédie, Talia prépara consciemment le terrain pour les actions en fixant manuellement le verrouillage de la machine à laver avec le ruban isolant acheté précédemment. Le matin du 14 octobre, elle plaça calmement Oliver dans le tambour de la machine et ferma la porte sans la fermer complètement. La machine se trouvait ainsi dans un état techniquement prêt pour le démarrage à distance. Ensuite, déjà dans une autre pièce de la maison, Talia activa à distance le programme de lavage via l'application Home Connect. La machine Bosch I-Series, dont le capteur avait été consciemment désactivé, commença son travail avec la porte non fermée. Les minutes suivantes menèrent à la tragédie, dont les blessures furent reconnues comme incompatibles avec la vie. Pour la défense de Talia comparut son avocat Peter Jeffries. Il expliqua que ce qui s'était passé n'était qu'une erreur tragique causée par la panique et le stress de la jeune mère. Le défenseur affirma que Talia était dans un état de trouble temporaire de la conscience et le démarrage accidentel du programme devint une coïncidence fatale qui n'était pas liée aux difficultés financières. Cependant, cette version de la défense ne tint pas longtemps. Le procureur Wood démontra encore une fois systématiquement les documents bancaires, les détails de la police d'assurance et l'historique des recherches du navigateur de l'accusé qui témoignaient clairement d'une préparation consciente et d'une étude de la méthode pour contourner le verrouillage de la machine à laver. Les jurés se retirèrent exactement à 15h40 pour délibérer et revinrent après seulement 31 minutes avec le verdict. La décision sonna claire et dure. Talia P. fut déclarée coupable sur 2 chefs d'accusation, meurtre prémédité et tentative de fraude à l'assurance. Le juge du tribunal de district de Christchurch annonça la sentence finale sans longues explications et émotions supplémentaires. Talia P. fut condamnée à 19 ans de privation de liberté avec la possibilité de demander une libération conditionnelle seulement après avoir purgé 15 ans de la sentence. Le procès fut déclaré clos, mais dans l'affaire resta une partie non résolue que l'enquête ne pourra jamais restaurer. Selon une lettre officielle de Bosch NZ, les protocoles du programme Home Connect n'étaient stockés dans le cloud que pendant 60 jours, et toutes les informations sur d'éventuels tests précédents de la machine à laver, qui auraient pu prouver la préparation préalable répétée de la suspecte, furent irrévocablement supprimées. Cela laissa ouverte la question de combien de tentatives et d'exercices Talia aurait pu entreprendre avant le 14 octobre. Ce moment resta à jamais dans la zone grise de l'enquête, sous la mention officiellement non élucidée. Le point final dans l'affaire fut établi. La famille d'Oliver,
le père Lewis et la grand-mère Karen quittèrent la salle d'audience en silence, sans dire un mot aux journalistes. Extérieurement impassible et calme, Talia suivit sans objection les huissiers, qui l'emmenèrent immédiatement après l'annonce de la sentence. L'affaire numéro 2024 RNG 014 fut officiellement close. Mais pour ceux qui l'avaient suivi, resta une amère et troublante incertitude causée par le fait qu'on ne pourra jamais savoir avec certitude. Était-ce la première fois ou non ? 459 restes furent découverts par hasard, au fond d'un effondrement karstique caché des regards indiscrets près de l'autoroute BR 319 au Brésil. Une même blessure étrange, une vertèbre cervicale brisée et l'absence de doigt à la main droite, indiquaient que quelqu'un agissait méthodiquement et de sang-froid. Ce qui reliait ces personnes entre elles, combien de temps avait duré cette série de disparitions mystérieuses et pourquoi personne n'avait rien remarqué, cela devint l'énigme la plus sombre de cette découverte. L'excavatrice de l'entrepreneur Gutera Lehtinen renforçait le talus près de l'autoroute BR 319 au kilomètre 127, quand soudain le godet s'enfonça brutalement, révélant un profond effondrement dans la terre. Les travaux furent immédiatement arrêtés. L'endroit n'était pas simplement un vide naturel. Profondément en bas, sous une couche de chaux, furent découverts des restes humains. Leur nombre stupéfia même les criminologues expérimentés. 459 personnes, et chacune avait la même vertèbre cervicale brisée, et à la main droite, les doigts soigneusement sciés. Les experts judiciaires n'avaient aucun doute. Celui qui avait fait cela agissait méthodiquement et calmement. Mais d'où venaient ces gens? Qui exactement se cachaient derrière cet événement? Les questions à première vue se révélèrent beaucoup plus nombreuses que les réponses. La profondeur de l'effondrement était d'environ 7 mètres. Le cratère avait une forme allongée, d'environ 10 sur 15 mètres, et son fond était entièrement saupoudré de chaux. Les spécialistes notèrent immédiatement. Une telle méthode est utilisée quand on veut cacher les traces et diminuer l'odeur de décomposition. Au bord de la fosse fut découvert un vieux cric type crocodile, fabriqué en 1996. L'outil gisait comme s'il avait été laissé tomber dans la précipitation. De la fosse partait un unique sentier, serpentant entre les arbres vers l'un des bras de la rivière Rio Negro, à environ 1 kilomètre du lieu de l'incident. À en juger par les traces, une personne y était passée récemment, ou même plusieurs. Qui et où allait par cette route devint la première question importante de l'enquête. Le premier interrogé fut le contremaître Paulo S. Miranda, un homme d'âge moyen, travaillant depuis plus de 20 ans sur les chantiers de la région. Miranda semblait inquiet, mais répondait ouvertement aux questions. Il rapporta que l'excavatrice était sur le site depuis environ 1 semaine. Jusqu'à ce moment, les travaux se déroulaient calmement. Il niait connaître la fosse ou avoir vu quelqu'un de suspect dans les parages. Cependant, les enquêteurs avaient déjà en tête un autre soupçon. À quelques kilomètres du lieu de découverte de la sépulture, sur la côte du Rio Negro, avait été précédemment enregistrée l'activité d'une bande d'orpailleurs appelée Garimpo Nova Era. Les membres de ce groupe figuraient à plusieurs reprises dans des affaires liées à la disparition d'habitants locaux et de visiteurs s'occupant d'extraction illégale d'or. Leur motif semblait tout à fait clair. Les gens qui gênaient leur business disparaissaient pour toujours. Cependant, une telle ampleur d'action était atypique, même pour de cruels orpailleurs. 459 disparus, c'était trop pour ne pas attirer l'attention de la police ou des militaires. La situation fut compliquée par ce même cric trouvé près de l'effondrement. Les enquêteurs découvrirent bientôt qu'exactement le même outil se trouvait sur le chantier de Miranda. Les enquêteurs décidèrent brièvement que tout était évident et que Miranda pouvait avoir un rapport direct avec cette affaire. Cependant, l'expertise médico-légale détruisit cette théorie en quelques heures seulement. Les empreintes digitales sur le cric trouvé appartenaient à une personne complètement différente. Miranda ne mentait pas. Sa version de non-implication semblait entièrement confirmée. Mais si ce n'était pas lui,
Alors qui et pourquoi avait laissé cet objet-là? Pendant que les enquêteurs discutèrent de la façon d'avancer, du poste frontière arriva un message sur une activité étrange à quelques kilomètres en aval de la rivière. Sur l'un des affluents du Rio Negro, à 4 kilomètres du lieu de découverte de l'effondrement, se trouvait un bateau suspect avec le nom Barco Luz. Il était surprenant que le navire fût pratiquement invisible au système de surveillance. La balise radio s'était révélée brouillée. Habituellement, en 2022, de tels navires de fret utilisent toujours des radiobalises allumées pour contrôler leur localisation. Cela signifiait que quelqu'un voulait très fortement rester inaperçu. Et ce, à tel point qu'il risquait de violer la législation fédérale et d'attirer l'attention de la police. À ce moment, l'enquête n'avait encore aucun suspect concret. 459 personnes disparues, dont les noms restaient encore à établir, gisaient à la base de l'une des énigmes criminelles les plus massives du Brésil contemporain. Le cric trouvé s'était révélé être une fausse piste. Miranda était pratiquement rayé des suspects et le mystérieux Barco Luz, se tenant silencieusement à l'écart des routes principales et ayant éteint sa balise, pouvait soit rapprocher de la solution, soit éloigner l'enquête encore plus loin de la vérité. Mais la question la plus importante restait: pourquoi fallait-il cacher si méthodiquement les traces de gens pendants, à en juger par l'état des restes, de nombreuses années? Celui qui se cachait derrière cela savait agir en secret et avec soin. Il se trouvait sûrement encore quelque part près et observait comment la vérité qu'il cachait soigneusement se révélait progressivement. La première journée d'enquête se terminait dans une incertitude absolue. Mais personne de l'équipe d'enquêteurs ne pouvait même imaginer à quel point les événements des jours suivants seraient étranges et embrouillés. Le matin du 5 octobre commença par un nouveau tournant dans l'affaire. Le groupe d'enquête de la police fédérale avait déjà levé les principaux soupçons de Paulo Miranda, le contremaître de la société Guterra Ltd. POC. Cependant, après vérification du registre de comptabilité du matériel de la veille, il devint clair que Miranda cachait quelque chose. Le registre que tenait Miranda enregistrait les sorties et arrivées du matériel sur le chantier. Selon les notes officielles, l'excavatrice qui avait découvert l'effondrement avait été envoyée le 4 octobre sur un tout autre objet. L'inscription semblait naturelle: signature du contremaître, formulaire habituel pour l'entreprise, numéro de série du matériel. Mais le groupe d'enquête découvrit rapidement qu'en fait, l'excavatrice ce jour-là n'était allée nulle part, et le conducteur confirma qu'il travaillait précisément sur BR 319. Cela ne signifiait qu'une chose: quelqu'un avait intentionnellement falsifié les registres. Miranda fut convoqué au siège de la police fédérale à Manaus. Dans le bureau des enquêteurs, il était tendu, mais répondait toujours clairement et de manière cohérente. Quand on lui montra le registre avec sa propre signature, il se tut juste une seconde, puis déclara calmement qu'il ne se souvenait pas de cette inscription. Il affirmait ne pas l'avoir faite lui-même et exprima sa disponibilité à passer tout examen. La recherche graphologique confirma ses paroles. La signature ressemblait à l'original, mais ne lui appartenait pas. Pendant ce temps, les spécialistes du département économique de la police fédérale vérifiaient l'historique bancaire de Miranda. En étudiant son passé financier, ils découvrirent un virement étrange d'une certaine organisation à but non lucratif, Ministério Curador. Le paiement de 25 000 réals brésiliens avait été effectué en lointain 1999, quand Miranda était un jeune spécialiste. En soi, cela ne susciterait pas de soupçons, s'il n'y avait pas l'étrange coïncidence. La banque par laquelle le paiement avait été envoyé avait fait faillite depuis longtemps. Cependant, dans son registre était conservé le code SWIFT du virement. Cela signifiait que le virement avait été soigneusement documenté. Pourquoi une organisation spécialisée dans l'activité religieuse et caritative transférait une grosse somme à un simple contremaître restait peu clair. Miranda fut convoqué à nouveau et on lui demanda d'expliquer le paiement étrange. Il semblait surpris et même perdu. D'abord, il dit qu'il ne se souvenait de rien concernant Ministério Curador. Cependant, en apprenant la date, il fronça les sourcils et informa l'enquêteur qu'à peu près à cette époque,
Il travaillait sur l'un de ses premiers objets dans la région de Manaus. Ces années-là, il prenait souvent des emplois supplémentaires, mais de qui exactement venait l'argent, il affirmait ne pas y avoir réfléchi. En vérifiant plus loin son alibi, les enquêteurs établirent que le 3 octobre 2022, Miranda était effectivement en route sur la barge Flor da Selva, allant de sa ville natale à Manaus. La distance de 96 km fut parcourue en plusieurs heures. Tous les billets et cartes d'embarquement furent fournis à l'enquête. Ainsi, au moment de l'événement direct précédant la découverte de l'effondrement, Miranda ne pouvait physiquement pas se trouver sur place. Malgré cela, une version restait encore possible. On supposa que Miranda aurait pu recevoir l'argent de Ministério Curador pour cacher ou masquer cet effondrement. En faveur de cette version parlait le fait que l'effondrement était saupoudré de chaux et les traces d'une personne sur place montraient clairement une tentative de cacher les traces. Cependant, la version commença bientôt à s'effondrer. Premièrement, pourquoi le virement avait-il été fait si longtemps auparavant, encore en 1999, plus de 20 ans avant la découverte des restes? Deuxièmement, la somme, bien que substantielle pour l'époque, ne semblait pas un paiement suffisant pour des actions si massives des décennies plus tard. Mais l'essentiel fut découvert plus tard, quand les experts graphologues vérifièrent encore une fois les documents du virement. La signature qui se trouvait sur les papiers bancaires était, semblait-il, identique à la signature de Miranda. Cependant, une analyse attentive montra clairement qu'elle aussi était un faux. L'expert graphologue informa les enquêteurs que la signature qui se trouvait sur le virement de Ministério Curador, bien qu'elle fût similaire à la vraie, n'appartenait pas à Miranda. Quelqu'un tentait clairement de lier Miranda à l'argent et à l'organisation qui restait dans l'ombre depuis de nombreuses années. Cette découverte ramena à nouveau les enquêteurs à l'organisation même Ministério Curador. Compte tenu du fait que la banque n'existait plus depuis longtemps et que le virement datait encore de 1999, les enquêteurs décidèrent de demander officiellement tous les documents disponibles concernant l'activité de cette organisation aux archives fédérales et au service fiscal. L'enquête devait comprendre qui se cachait réellement derrière le virement, qui était le véritable destinataire de cet argent, et pourquoi quelqu'un tant d'années plus tard avait soudain décidé de lier précisément Paulo Miranda à eux. La trace financière étrange, découverte presque par hasard, ouvrit un nouveau côté de cette affaire embrouillée. Aucun des enquêteurs ne doutait plus que résoudre ce crime serait beaucoup plus complexe qu'il ne semblait au début. À ce stade de l'enquête, la police savait une chose avec certitude. Qui que ce soit qui se cachait derrière la découverte massive près de BR 319, il embrouillait soigneusement les traces et se cachait derrière les noms d'autrui et des documents falsifiés. Miranda n'était plus le principal suspect, mais il s'était clairement révélé être une partie importante de cette énigme. L'enquête s'approchait d'un nouveau chapitre, non moins sombre, destiné à embrouiller encore plus cette affaire déjà complexe. Une semaine après la découverte du virement étrange au nom de Miranda, l'enquête s'approcha étroitement d'une nouvelle découverte importante. Les employés du laboratoire d'expertise médico-légale reçurent les premiers résultats d'identification par ADN. L'une des premières identités confirmées s'avéra complètement inattendue. Il s'agissait de Fernanda Moura, disparue il y a de nombreuses années, en mai 1992. À la famille, on avait dit à l'époque que leur fille avait disparu sans laisser de traces. Cependant, les parents de la fille affirmaient depuis longtemps le contraire. Fernanda était soi-disant rentrée à la maison un an plus tard, complètement guérie, après une certaine pratique religieuse. Et voilà maintenant, presque 30 ans plus tard, il devenait clair que les parents, probablement, disaient la non-vérité. Ou alors on les avait forcés à croire aux mensonges. Quand les enquêteurs arrivèrent au village d'Itapirenga, situé à environ 150 km de Manaus, la maison de la famille Moura semblait ordinaire, typique de ces lieux. Les parents de Fernanda, Maria et José accueillirent les enquêteurs avec méfiance, mais calmement. En apprenant les nouvelles circonstances, ils répétèrent, sans discuter leur version précédente,
La fille avait disparu, mais était revenue 1 an plus tard, guérie, après un séjour dans le centre d'une certaine organisation spirituelle. Ils croyaient sincèrement en leur histoire. Les mots étaient simples et convaincants, prononcés sans l'ombre d'un doute. Les enquêteurs fournirent à la famille des documents du service social trouvés dans l'archive régionale. Dans les mains de José se retrouva l'original d'un certificat de guérison miraculeuse signé par un représentant de Ministerio Curador. L'étrangeté du document consistait en ce qu'il donnait à la famille Moura le droit d'obtenir des avantages par le programme Foam Zero, qui ne fut officiellement lancé qu'en 2003. Le certificat était signé rétroactivement, ce qui suscita encore plus de questions. La maison rurale se remplit de silence. José regarda sa femme, puis dit lentement qu'il n'avait jamais remarqué auparavant la date sur ce document. Les époux affirmaient qu'ils avaient simplement reçu le papier il y a de nombreuses années, et quelqu'un des représentants des autorités locales leur avait dit qu'ils avaient maintenant un statut spécial. En fait, cela signifiait une aide sous forme de produit qui était livrée régulièrement, sans question. C'était précisément cette aide qui avait sauvé leur famille dans les moments difficiles. Maria ajouta dans la conversation que de tels papiers étaient chez beaucoup et les gens n'en discutaient pas. Les enquêteurs demandèrent directement à José et Maria s'ils savaient que Fernanda, en réalité, n'était jamais revenue. José répondit très simplement « Nous l'avons vue, vivante et en bonne santé. » Maria ajouta « Elle est revenue différente, comme si quelqu'un l'avait bénie. » Les enquêteurs ne pouvaient pas comprendre comment un mensonge si flagrant avait pu exister dans la famille pendant tant d'années. Une version fut avancée que la famille aurait pu consciemment induire les autorités en erreur pour recevoir l'aide de l'État par des avantages qui ne revenaient qu'aux possesseurs de tels documents. Cependant, en regardant ces gens simples de la campagne et visiblement peu enclins à la ruse, cette version semblait peu probable. La police vérifia l'entourage de la famille Moura en écoutant les témoignages des voisins. Les gens affirmaient que Fernanda était effectivement revenue, mais ne communiquait presque avec personne, sauf avec ses parents. L'enquête considéra temporairement la possibilité que la famille ait pu cacher les circonstances de ce qui s'était passé, peut-être même la complicité dans la disparition de Fernanda, en essayant d'obtenir un avantage matériel. Cependant, les experts reçurent bientôt un autre résultat, qui ferma cette théorie définitivement. L'analyse isotopique des restes de Fernanda montra des traces évidentes d'alimentation au maïs, un régime caractéristique exclusivement des régions côtières de l'Amazonie, mais pas des villages profonds comme Itapiranga, où la base de l'alimentation était traditionnellement constituée de manioc et de poissons locaux. Cela signifiait une chose. La fille n'était certainement pas restée à la maison après sa disparition. Elle avait passé la dernière période de sa vie loin du village, le long des rives des grandes rivières, peut-être dans l'une des colonies éloignées d'Amazonie. Ainsi, les soupçons sur la famille furent levés complètement. José et Maria percevaient ce qui se passait sans émotion particulière, mais par leurs yeux, il était clair. Ils ne commençaient qu'à présent à réaliser dans quelle étrange tromperie ils avaient vécu toutes ces années. Maintenant, l'enquête se concentra sur l'origine des étranges documents sur la guérison miraculeuse. Qui et pourquoi imprimait ces papiers rétroactivement? Comment pénétrait-il dans les archives des services sociaux? Et qui exactement pouvait se cacher derrière ce schéma, forçant les familles à se taire pendant des années? La police fédérale commença immédiatement la vérification de toutes les organisations et imprimeries qui pouvaient être impliquées dans l'impression de formulaires officiels émis bien avant le démarrage du programme Foam Zero. Le document au nom de Fernanda Moura devint la clé pour révéler un schéma encore plus massif. Maintenant, plus personne ne doutait que la découverte de 459 restes près de l'autoroute BR 319 n'était pas simplement une disparition massive. Derrière cela se cachait une structure soigneusement organisée, peut-être liée à cette même mystérieuse organisation, Ministerio Curador. Et la clé de sa révélation était cachée dans une simple feuille de papier, trouvée dans l'archive d'un petit village, perdu dans les jungles d'Amazonie. Tôt le matin du 20 octobre, le groupe opérationnel de la police fédérale retourna sur le lieu de l'effondrement karstique près de l'autoroute BR 319.
Maintenant, il disposait de plongeurs, spécialement amenés pour un examen complet de la partie intérieure de la fosse, qui après les découvertes précédentes avait acquis l'importance d'un objet stratégique. Après plusieurs heures de travail, les plongeurs transmirent aux enquêteurs quelque chose d'inattendu. Une balise AIS compacte type TD-206. L'appareil semblait ancien et avait longtemps été sous l'eau, ce qui compliquait le processus d'identification. Néanmoins, par le numéro de série, il fut établi que cette balise spécifique avait été officiellement radiée le 26 mars 2019. Se posa la question de l'origine et de la destination de l'appareil, qui est habituellement utilisé par les navires pour la transmission automatique de localisation. Pour clarifier les détails, la balise fut immédiatement livrée au port de Manaus, où la police commença la vérification par son enregistrement. C'est précisément ici qu'il fut établi que l'appareil était inscrit au navire Barcolus et avait été officiellement radié et transféré en mode manuel environ 3 ans auparavant. Selon les documents, ce travail avait été personnellement effectué par Helena Barbosa, mécanicienne expérimentée du port de Manaus. Barbosa fut convoquée pour un interrogatoire urgent. Elle arriva au commissariat de police calmement, sans aucun signe visible d'inquiétude, et confirma immédiatement son travail de retrait de la balise automatique du navire. En confirmation de ses paroles, elle présenta un bon de livraison dans lequel il était noté que la balise AIS avait été démontée du Barcolus et officiellement transférée en mode manuel. Quand les enquêteurs demandèrent d'expliquer la raison de la déconnexion de la transmission automatique de données, Barbosa répondit simplement « Le client voulait éviter le monitoring constant de l'itinéraire ». À la question de savoir si cela ne lui avait pas causé de doute, elle haussa les épaules et remarqua que de telles demandes arrivaient régulièrement, surtout parmi les navires travaillant avec des extracteurs illégaux ou des transporteurs locaux. Les enquêteurs demandèrent de nommer le nom du commanditaire des travaux. Helena, sans réfléchir, prononça « Josias Tavares ». Les locaux l'appellent « Garimpo ». Ce nom était déjà connu des enquêteurs. Josias Tavares était lié à ce même groupe d'orpailleurs, Garimpo Nova Era, qui était à plusieurs reprises soupçonné de disparition de gens dans la région d'Amazonas. L'interrogatoire continua dans la direction des aspects financiers. Helena confirma que le travail avait été payé en espèces, comme beaucoup d'autres commandes similaires au port. Aucun reçu ou document, à part le bon de livraison présenté, ne lui restait. Barbosa répondait avec assurance et clarté, répétant le même nom, Josias Tavares. Cependant, les enquêteurs eurent rapidement des doutes sur sa version. Le fait était que le nom de Tavares était déjà apparu dans de vieux rapports de police, et la police fédérale envoya une demande à l'archive du bureau médico-légal pour vérifier l'information. En résultat, ils reçurent une réponse inattendue qui changeait complètement le tableau de ce qui s'était passé. Josias Garimpo. Tavares était inscrit comme décédé encore en 2018, 1 an avant la radiation de la balise AIS. Ce fait ne pouvait être une coïncidence ou une erreur. La mort de Tavares était confirmée par des documents officiels du bureau et des témoignages de témoins oculaires, ce qui signifiait que le bon de livraison fourni par Helena Barbosa s'était révélé être un faux. Les enquêteurs revinrent à Barbosa avec les résultats de la vérification et exigèrent des explications. Helena semblait maintenant perdue, mais gardait son calme, insistant fermement que c'était ce nom que lui avait indiqué le commanditaire lui-même. Selon ses paroles, elle ne vérifiait jamais les documents des clients, se limitant seulement à l'exécution des travaux techniques. Faux ou pas, ce n'était pas son problème. Barbosa continuait à répéter qu'elle n'avait pas eu de raison de douter des paroles du commanditaire et avait simplement fait ce pourquoi on l'avait payé. Mais les enquêteurs comprenaient que maintenant, ils avaient devant eux une tâche complètement différente. Découvrir qui et pourquoi avait décidé d'utiliser le nom de Josias Tavares, mort depuis longtemps, pour cacher ses actions. La fausse piste liée à Tavares fut prise en développement, et les enquêteurs commencèrent une vérification parallèle pour confirmer définitivement son inconsistance ou révéler des liens cachés. En même temps, un groupe séparé d'enquêteurs s'occupa de l'étude du schéma du navire Barcolus. La balise AIS, découverte au fond de l'effondrement karstique,
témoignait sans équivoque que quelqu'un s'efforçait de cacher soigneusement les itinéraires de ce navire. Un tel comportement est habituellement caractéristique de ceux qui s'occupaient de transport illégal de personnes, de marchandises ou d'autres actions contraires au droit. Maintenant, les enquêteurs voyaient un lien clair entre les actions du propriétaire inconnu du bateau, les documents avec de fausses signatures et la sépulture massive près de l'autoroute BR 319. Ce même soir, la balise TD 206 fut envoyée au laboratoire du service criminalistique pour une expertise supplémentaire afin de la vérifier pour des microtraces de peinture et autres particules qui auraient pu rester sur sa surface. Si sur la balise étaient découvertes ne serait-ce que les moindres traces de revêtement de peinture et vernis ou d'apprêt caractéristiques de type spécifique de navire, cela aiderait l'enquête à s'approcher de la résolution du mystère. Car chaque navire a un profil chimique unique de revêtement de peinture et vernis, facile à identifier avec les possibilités modernes du laboratoire. Avec l'arrivée de la nuit, le siège de la police fédérale plongea dans le silence. Les enquêteurs savaient que la clé de la résolution était déjà quelque part près. La balise AIS, qu'on tentait si soigneusement de cacher, pouvait devenir la preuve décisive et mener l'enquête directement au propriétaire du bateau. Il était clairement le maillon central dans ce réseau complexe, mais quelqu'un s'efforçait de toutes ses forces d'embrouiller les traces, utilisant de faux documents, des gens morts depuis longtemps et un système soigneusement pensé de fausses pistes. Maintenant, toutes les forces de la police étaient dirigées vers le navire Barcolus, dans le schéma duquel se cachait clairement quelque chose qui dépassait le cadre des schémas criminels habituels de la région. C'était précisément ce navire, la balise AIS et le faux bon de livraison qui devait bientôt mener l'enquête aux réponses qui se cachaient encore dans la profondeur des forêts d'Amazonie. Bientôt, le laboratoire devait donner la réponse définitive sur les microparticules trouvées sur la balise. Alors et seulement alors l'enquête pourrait avancer plus loin. Jusqu'à ce moment, il ne restait aux enquêteurs qu'à attendre, collectant méthodiquement ensemble des centaines de détails petits mais importants, capables de révéler le secret le plus sombre et massif du Brésil des dernières décennies. Le matin du 24 octobre, la police fédérale entreprit une opération inattendue, un assaut armé du camp des chercheurs d'or illégaux, Garimpo Nova Era. Les enquêteurs préparèrent soigneusement le raid, tenant compte des soupçons précédents concernant cette bande. Dans le camp régnait la confusion quand les policiers prirent l'objet sous contrôle total en quelques minutes. Bientôt commença une fouille détaillée du territoire. Presque immédiatement, l'attention de la police fut attirée par l'une des huttes, située à la périphérie du camp. À l'intérieur, entouré de nombreux outils et équipements divers, les enquêteurs découvrirent un cric, modèle 2017, extérieurement semblable à celui qu'ils avaient trouvé près de l'effondrement karstique. Aussi dans l'entrepôt, un peu à l'écart du centre de la base, furent découverts des sacs de chaux, environ 400 kg. Ces découvertes suscitèrent chez les enquêteurs un intérêt instantané. Les experts criminalistiques commencèrent opérationnellement la vérification. La première version consistait en ce que c'était précisément cette bande qui aurait pu utiliser la chaux et le cric pour cacher les traces du crime massif. À première vue, les coïncidences semblaient convaincantes et logiques. Cependant, l'analytique financière de la police fédérale se connecta immédiatement à l'affaire. Les spécialistes des achats de matériaux et de logistique effectuèrent un calcul suite auquel fut découvert un problème substantiel. Le volume de chaux nécessaire pour cacher la sépulture massive découverte précédemment était d'environ 8 tonnes. La bande n'avait en disponibilité que 400 kg. C'était clairement insuffisant pour une opération massive de dissimulation de preuves, ce qui signifiait que les enquêteurs faisaient face à une nouvelle contradiction. Sur place, les enquêteurs menèrent un interrogatoire urgent des membres de la bande. L'un des orpailleurs supérieurs, un homme nommé Carlos Pinto, déclara que la chaux avait été achetée pour les besoins domestiques du camp, désinfection des fosses à déchets et lutte contre les infections dans les conditions de la jungle. Le cric, selon ses paroles, appartenait à l'un des nouveaux travailleurs et était utilisé exclusivement pour la réparation d'automobiles et de matériel lourd. Pinto dit qu'il ne savait même pas que ce cric était d'un vieux modèle.
Nous prenons ce que nous pouvons obtenir. Pendant ce temps, les enquêteurs attendaient le résultat de l'analyse chimique. Le laboratoire devait donner la réponse définitive si les échantillons de chaux de la fosse et de la base des orpailleurs correspondaient. Sans cela, l'enquête restait sur place, malgré les sérieux soupçons concernant la bande. Pendant ce temps, la presse a pris rapidement l'opération. Les journalistes locaux se hâtèrent de tirer des conclusions sensationnelles et publiaient déjà des nouvelles avec des titres tapageurs sur le fait qu'on aurait soi-disant trouvé le cimetière des victimes de la bande d'orpailleurs. La vague informationnelle se répandait rapidement dans le pays, créant une pression publique et renforçant le chaos autour de l'enquête. La police fédérale, au contraire, restait retenue, attendant les résultats officiels d'analyse et les conclusions des criminalistiques. Et voilà qu'après plusieurs heures, le laboratoire fournit le rapport sur la composition chimique des échantillons. Le résultat fut catégorique. La chaux trouvée sur la base Garimpo Nova Era différait substantiellement des échantillons de l'effondrement karstique. La chaux de la base contenait environ 9% d'oxyde de magnésium, tandis que dans la fosse près de l'autoroute BR 319, cet indicateur ne dépassait pas 3%. C'était un marqueur chimique clair, excluant sans équivoque la version de l'implication de la bande dans la sépulture. Non moins important devint la conclusion sur les crocs. L'expertise confirma que les modèles du cric trouvés chez les orpailleurs et celui qui gisait près de l'effondrement ne correspondaient pas non plus. La ressemblance visuelle s'était révélée trompeuse. Cela signifiait que les soupçons initiaux étaient à baser sur de fausses suppositions. Sur cette base, la police annonça officiellement que Paulo Miranda, qu'on liait indirectement à l'affaire à cause du cric analogue, était définitivement retiré de tous les soupçons. Toutes les traces qui pouvaient lier le contremaître à la sépulture massive étaient définitivement épuisées et reconnues comme inconsistantes. Ainsi, la version de l'implication de la bande d'orpailleurs comme la version du rôle de Miranda furent fermées. Tous ces soupçons s'étaient révélés logiques seulement à première vue, mais une vérification minutieuse des faits les détruisit. Maintenant, les enquêteurs revenaient à nouveau à la seule piste restante, à l'activité de la mystérieuse organisation Ministerio Curador. Il devenait clair que c'était précisément là que se cachaient les réponses clés. La police fédérale prit la décision de renforcer immédiatement la vérification des documents concernant l'activité de Ministerio Curador. L'enquête s'était clairement approchée de la vraie résolution. Et maintenant, chaque effort des enquêteurs était dirigé vers la révélation du secret soigneusement gardé pendant de nombreuses années. Pendant que la bande d'orpailleurs restait sous contrôle de la police, les enquêteurs étaient sûrs. Le véritable coupable des événements liés à l'effondrement karstique restait en liberté. Et c'était précisément lui qu'il fallait atteindre avant que les traces ne disparaissent définitivement dans la profondeur des jungles amazoniennes. Le 28 octobre, la police fédérale déplaça le focus de l'enquête dans le petit village de Porto Rosa, situé sur la rive de l'un des affluents de l'Amazonie, à une distance de 185 km de Manaus. L'attention des enquêteurs fut attirée par d'étranges certificats qui avaient été découverts plus tôt dans le cours de l'enquête sur la disparition de Fernanda Moura. En effectuant une vérification des archives sociales du village, les policiers découvrirent une statistique surprenante. Sur presque 600 habitants de Porto Rosa, 312 avaient en main des certificats de guérison miraculeuse. C'est même Cura Milagrosa. C'était un indicateur vraiment anormal. De tels documents n'existaient officiellement pas avant 2003. Cependant, ils étaient établis bien avant le lancement du programme Bolsa Familia. Les enquêteurs devaient comprendre pourquoi les habitants acceptaient massivement des papiers évidemment douteux et qui distribuaient ces formulaires. Les habitants du village réagissaient à la visite de la police avec prudence, mais sans panique. Ils reconnurent ouvertement que les certificats apportaient de vrais avantages. Les documents donnaient un droit prioritaire de participation au programme social Bolsa Familia et simplifiaient aussi l'accès à l'aide médicale à Manaus. Les habitants ne cachaient pas que c'était précisément ces avantages qui étaient vitalement importants pour leur famille. La police remarqua que la plupart des locaux considéraient sincèrement les papiers comme authentiques, malgré les évidentes non-conformités. À la question de qui exactement fournissait ces certificats, les habitants répondaient simplement «
des gens de l'administration. Cependant, quand les enquêteurs interrogèrent plusieurs employés de la mairie locale, ceux-ci déclarèrent d'une seule voix qu'ils n'imprimaient ni ne délivraient les certificats. Ensuite, les enquêteurs vérifièrent le maire du village, João Ribeiro. Pendant la conversation, le maire semblait préoccupé, mais se tenait avec assurance. Ribeiro expliqua qu'il connaissait ces documents depuis longtemps, cependant ne s'occupait pas de vérifier leur origine, puisqu'ils aidaient fortement les habitants locaux. À la question de savoir qui transmettait personnellement ces formulaires, le maire répondit de façon inattendue qu'il avait vu un représentant de l'organisation Ministério Curador seulement une fois, approximativement au début des années 2000. Il décrivit l'homme en détail. Un homme d'environ 60 ans, maigre, de grande taille, avec des lunettes simples et toujours avec un portefeuille en cuir dans les mains. La description donnée par le maire correspondait à l'apparence d'un homme qui était déjà apparu dans les matériaux opérationnels sous le nom de Daniel Magalhães, 62 ans. À ce même moment apparut une version que les fonctionnaires municipaux auraient pu imprimer et distribuer ces faux formulaires pour des pots de vin financiers ou l'obtention d'autres avantages. Les enquêteurs commencèrent à vérifier les comptes bancaires des fonctionnaires de l'administration de Porto Rosa et les liens avec les entrepreneurs locaux. La vérification prit plusieurs heures et donna à première vue de petites transactions suspectes. Cependant, des preuves directes d'implication dans l'impression massive de faux documents ne furent pas encore découvertes. Les soupçons restaient, mais la piste était trop faible et demandait des vérifications supplémentaires. Le moment clé fut la confirmation de l'identité de Daniel Magalhães. Le maire João Ribeiro confirma que l'homme qui s'était présenté comme représentant de Ministério Curador et distribuait les certificats correspondait exactement à l'apparence de Magalhães. C'était le premier témoignage officiel liant directement Magalhães à l'organisation et aux documents devenus la partie la plus importante de l'enquête. Maintenant, Daniel Magalhães devint officiellement l'objet d'attention de la police fédérale. Compte tenu de la gravité de la situation et de l'ampleur des documents trouvés, le parquet émit rapidement un mandat d'arrêt. La police fédérale se mit d'urgence à la recherche de Magalhães. Pour l'instant, les enquêteurs comprenaient qu'ils avaient en main seulement des preuves de distribution de faux documents, mais pas de preuves directes de son implication dans les disparitions. Néanmoins, les enquêteurs étaient sûrs. Magalhães pourrait éclairer l'activité de l'organisation Ministério Curador. En même temps, il devint clair pourquoi les habitants de Porto Rosa ne signalaient pas les faux certificats aux autorités. Les gens dépendaient tellement de l'aide sociale que fournissaient ces documents que personne n'avait même l'idée de vérifier leur authenticité. Le silence collectif était le résultat de la survie, et non d'un complot. L'enquête fit un pas en avant, ayant pour la première fois un nom concret et une description officielle du principal suspect. Maintenant, il fallait découvrir quel rôle jouait vraiment Daniel Magalhães dans l'organisation des disparitions massives et pourquoi des centaines d'habitants d'un village éloigné en Amazonie furent entraînés dans cette histoire embrouillée, dans laquelle s'entremêlèrent soigneusement le mensonge, l'espoir de survie et l'utilisation cynique du besoin social des gens. La police fédérale se préparait à l'étape décisive de l'enquête, réalisant que les réponses aux questions principales se cachaient dans les actions et motifs d'un homme qu'il devait bientôt arrêter. Le matin du 15 novembre commença par la conclusion tant attendue du laboratoire criminalistique. Sur la surface de la balise AIS, découverte plus tôt dans l'effondrement karstique, furent trouvées des traces de peinture. Les résultats de l'expertise furent sans équivoque. La composition chimique correspondait complètement au revêtement de peinture et vernis des portes de cabine du bateau Barco Lutz. À partir de ce moment, pour l'enquête, il n'y avait plus de doute. C'était précisément ce bateau qui devint la clé de la résolution de toute l'affaire. La police fédérale obtint immédiatement un mandat de perquisition du navire. Vers midi, les enquêteurs étaient déjà à bord. En étudiant attentivement les locaux intérieurs, ils ne trouvaient presque rien de suspect. Cependant, après 3 heures de recherche dans l'une des cabines arrière, derrière un panneau mural en bois, fut découverte une cachette. À l'intérieur gisait un vieux livre usé à reliure de cuir. Sur sa couverture étaient tracés à l'encre noire les mots « Qu'entras au mal, ceux
qui apporte le mal. Les experts travaillant avec le livre informèrent les enquêteurs qu'ils avaient devant eux une sorte de registre de comptabilité. Il contenait 463 enregistrements. Chaque enregistrement contenait un nom, une date et une somme d'un certain don. Après recomptage, les enquêteurs firent face à une évidente non-conformité. Les restes découverts plus tôt appartenaient à 459 personnes, tandis que les enregistrements dans le registre étaient de 4 de plus. Aussi, l'attention des enquêteurs fut attirée par le fait que le registre était rempli avec différentes encres, noires, bleues et même rouges. Les enquêteurs ne pouvaient pas encore déterminer ce que signifiait ce code de couleur, mais le fait restait. Magalan tenait les enregistrements avec une pédanterie et une netteté particulières. Un des enquêteurs interrogea le gardien du quai, un homme de 47 ans, nommé Geraldo Costa. Celui-ci semblait effrayé, prouvait activement son innocence et affirmait qu'il avait vu comment le registre avait été glissé sur le navire par des gens liés aux chercheurs d'or. Costa se référait avec insistance à certains orpailleurs qui tentaient, soi-disant, de piéger le propriétaire du bateau. Les enquêteurs traitaient les paroles de Geraldo avec prudence. La version était trop commode et avait déjà été réfutée plusieurs fois à d'autres étapes de l'enquête. Pendant ce temps, les graphologues se mirent à l'expertise de l'écriture du registre trouvé. La comparaison fut effectuée avec les documents qui figuraient précédemment dans l'affaire. Le résultat fut rapide et convaincant. Tout le registre, de la première à la dernière page, était écrit de la main de Daniel Magalhães. La signature dans le registre correspondait parfaitement aux signatures sur le contrat d'achat-vente d'un terrain conclu le 11 août 2004. Après réception de ces données, la version du gardien Geraldo Costa fut fermée définitivement et il fut exclu de la liste des suspects. Avec cette conclusion, s'effondra aussi l'ancienne version liée au nom de Josias Tavares, mort plus tôt. L'expertise confirma. Magalhães utilisait le nom de Tavares exclusivement pour masquer ses actions. Par conséquent, les matériaux d'enquête qui indiquaient indirectement Tavares furent maintenant officiellement considérés comme fermés. La fausse piste avec Tavares fut éliminée définitivement et irrévocablement. Néanmoins, la principale énigme se conservait encore. Aucun des enquêteurs ne pouvait expliquer pourquoi dans le registre de Magalhães figuraient 463 noms, alors que les restes réels étaient 459. Ces 4 enregistrements supplémentaires ne s'inscrivaient d'aucune façon dans la logique de l'enquête. Les enquêteurs comprenaient que c'était précisément cette divergence qui pouvait devenir la clé d'un nouveau niveau de compréhension de toute l'affaire. La police fédérale prit la décision de ne pas annoncer publiquement la découverte du registre. Au lieu de cela, les enquêteurs organisèrent une surveillance 24 heures sur 24 du navire directement au quai numéro 7 dans le port de Manaus. Le bateau, Barco Luz, fut soigneusement préparé pour l'arrestation du propriétaire. Les enquêteurs savaient que le maître du bateau devait apparaître à tout moment, ne soupçonnant pas le registre trouvé. Maintenant, tous comprenaient que l'affaire approchait de la fin. Le registre, qu'intrasomal, la balise AIS, les enregistrements dans le service social, les faux certificats, les faux bons de livraison, tout cela se liait en une seule figure, Daniel Magalhães. Il n'était plus simplement un suspect, mais un homme dont la culpabilité était évidente pour les enquêteurs. Il restait à attendre son apparition au quai pour poser les questions qui tourmentaient tous depuis le moment de la découverte de l'effondrement karstique. La police fédérale ne doutait plus. Magalhães tenait personnellement la comptabilité de toutes ses actions, chaque victime, chaque détail, les cachant soigneusement des regards étrangers. Le bateau Barco Luz n'était pas simplement un transport, c'était une partie clé d'un schéma criminel massif, derrière lequel, pendant de longues années, personne n'avait remarqué rien de suspect. Maintenant, il ne restait qu'à attendre. Daniel Magalhães devait apparaître lui-même pour récupérer ce qu'il considérait comme sa propriété. Et alors, pour la première fois depuis le début de l'enquête, il serait forcé de parler. Le soir du 20 novembre, sur la rive de la rivière Itaporunga, en un point éloigné à une distance de 224 km de Manaus,
le groupe opérationnel de la police fédérale arrêta Daniel Magallanes. Il fut arrêté sur un petit bateau en bois, tentant de remonter plus haut sur la rivière. Sur son visage ne se refléta aucune surprise. Il semblait attendre ce moment depuis longtemps et se soumit calmement aux exigences de la police. L'opération se déroula sans complications et fut soigneusement documentée. Lors du premier examen, ils saisirent chez Magallan un sac à dos, à l'intérieur duquel se trouvait un objet étrange. Une matrice plastique artisanale, datée de 2020. Sa forme était exactement la reproduction des phalanges coupées des doigts, qui était devenue la signature particulière des restes trouvés dans l'effondrement karstique. Les experts confirmèrent rapidement, sur la matrice était présent l'ADN de 3 victimes précédemment identifiées dans l'affaire. Pendant l'interrogatoire, Magallanes, extérieurement complètement calme, commença à parler par phrases énigmatiques, utilisant des expressions qui avaient clairement une signification particulière pour lui. Il répétait à plusieurs reprises l'expression « guéri sans nom de famille ». Les enquêteurs demandèrent d'expliquer qui exactement il avait en vue et pourquoi ces gens étaient appelés de cette façon. Daniel répondit brièvement « Ils ne sont plus ceux qu'ils étaient avant. Ils n'ont pas de passé. » Il refusa de donner des noms complets et toute information concrète sur la localisation de ces gens. Un groupe d'enquête séparé continua l'étude du registre trouvé plus tôt sur le bateau Barco Luz. Les enquêteurs précisèrent pourquoi les enregistrements dans le registre s'étaient révélés être 463 et les restes dans l'effondrement karstique 459. Magallanes sourit et prononça doucement « Les enregistrements ne se trompent pas. C'est vous qui vous trompez. » Mais les questions suivantes sur les raisons et le sens de la différence restèrent sans réponse. Restait aussi peu claire la raison pour laquelle les enregistrements étaient tenus avec différentes couleurs d'encre. Dans une tentative de dérouter l'enquête, Magallanes déclara de façon inattendue que du nombre total de personnes enregistrées, 6 vivent encore, et que les enquêteurs devraient s'occuper d'urgence de leurs recherches. Il affirmait qu'on peut les trouver, si on s'efforce. Les enquêteurs perçurent ces paroles comme une tentative consciente d'introduire la confusion dans le cours de l'affaire, de diluer l'accusation et de retarder l'inévitable. Néanmoins, la police fédérale vérifia officiellement ces paroles. Plusieurs demandes furent envoyées aux établissements médicaux et services sociaux dans toute la région d'Amazonas. Cependant, la vérification montra un résultat sans équivoque. Aucun dispensaire médical de la région n'avait d'enregistrement sur les personnes soi-disant miraculeusement guéries que décrivait Magallanes. Les paroles sur 6 survivants s'étaient révélées être un procédé faux et manipulateur visant à la désorientation de l'enquête. Simultanément, le groupe opérationnel ferma définitivement la version selon laquelle les fonctionnaires municipaux auraient pu être impliqués dans de lourds crimes. Une vérification détaillée révéla que bien qu'ils imprimaient de faux formulaires de certificats sociaux à la demande de Magallanes, aucun d'eux ne soupçonnait la commission de crimes. Ils furent complètement exclus de la liste des suspects et cette direction de l'enquête fut officiellement fermée. Après une vérification minutieuse de toutes les données et preuves collectées, la police fédérale considéra l'enquête achevée dans sa phase principale. Dans les matériaux de l'affaire apparurent les conclusions définitives des criminalistiques sur la matrice trouvée, le registre et le caractère des preuves. Le modèle artisanal des phalanges expliquait définitivement comment était atteinte la blessure uniforme chez tous les restes découverts. Maintenant, l'enquête passa dans une autre phase, judiciaire. Le parquet d'Amazonas prépara l'acte d'accusation et transmit officiellement l'affaire au tribunal de jurés de la ville de Manaus. Dans la conclusion d'accusation, Daniel Magallanes figurait comme protagoniste principal et unique de cette affaire. Néanmoins, certaines questions restaient encore ouvertes. Les plus importantes d'entre elles étaient la divergence du nombre de victimes et d'enregistrements dans le registre, ainsi que la mystérieuse mention de 6 survivants. Les magistrats et enquêteurs comprenaient que le procès judiciaire serait lourd et prolongé et que Magallanes essaierait probablement d'utiliser toute incertitude en sa faveur. La police fédérale acheva son travail, fournissant au tribunal des preuves exhaustives et des matériaux qui révélaient non seulement l'ampleur du crime, mais aussi
les méthodes par lesquelles agissait Daniel Magalhães. Le registre, la matrice, les faux certificats et le bateau même Barco Luz, tout cela devint partie d'une affaire massive qui bouleversa la région et tout le pays. Désormais, la parole était au tribunal de jurés de Manaus, et c'était précisément là que devaient retentir les dernières réponses. Cependant, pendant que Magalhães attendait calmement le procès dans l'isolateur d'instruction, personne ne pouvait être complètement sûr que tous les détails de ses actions avaient été entièrement révélés. C'était encore un mystère qu'il revenait maintenant aux jurés de résoudre. La salle du tribunal de Manaus était comble. Le 17 juin 2024, l'affaire qui reçut le nom de 459 sans nom arriva au point final. Les défenseurs et l'accusation terminèrent leurs interventions. Dès le matin, l'atmosphère était tendue, mais le juge menait l'audience froidement et nettement. Au centre de la salle se trouvait Daniel Magalhães, calme et rassemblé, comme si ce qui se passait ne le concernait pas. Le procureur présenta la preuve la plus importante, les cahiers découverts par l'enquête dans les affaires personnelles de Magalhães, couvrant la période de 1998 à 2021, des prêches manuscrits. Il devint clair quel rituel exactement accomplissait l'ancien missionnaire sous l'apparence de guérison. Dans ces notes était décrit en détail le rituel de libération de l'esprit par la fracture du cou et la coupe des phalanges des doigts de la main droite comme sceau de purification. Les proches des victimes, convaincus qu'ainsi ils libéraient leurs proches des maladies et souffrances, versaient régulièrement des dons. Les victimes étaient principalement des gens des communautés pauvres et isolés de la région d'Amazonas, ayant désespérément besoin d'aide et croyant à la force des mystérieux prêches de Magalhães. Fut aussi révélée la comptabilité de Ministério Curador. Les enquêteurs effectuèrent un travail minutieux, comparant le registre trouvé plus tôt avec le journal de bord du bateau Barco Luz. Les enregistrements montraient 463 personnes dans le registre personnel de Magalhães et 612 dans le journal de bord. L'enquête expliqua que la différence dans les chiffres, 153 personnes, était ceux que Magalhães faisait passer pour revenus guéris. En fait, ces gens ne revenaient jamais et n'étaient que des enregistrements fictifs pour calmer les proches et continuer à recevoir de l'argent. Le mystère des 4 enregistrements supplémentaires dans le registre de 463 personnes fut aussi résolu. Ces 4-là furent perdus lors du transport sur la rivière. Leurs restes tombèrent par-dessus bord du bateau dans une forte tempête. C'était précisément pourquoi ils ne furent pas trouvés dans l'effondrement karstique. Fut révélée aussi l'origine du virement de 25 000 reals envoyé en 1999 au nom du contremaître Paulo Miranda. Cet argent était destiné à l'achat de matériaux de construction par lesquels fut ensuite camouflée la fosse avec les restes. Miranda ne connaissait vraiment pas le but de l'achat, étant convaincu qu'il aidait la construction d'un objet religieux. La balise AIS fut déconnectée et retirée du mode automatique précisément pour qu'après 2019, il soit impossible de tracer les itinéraires du bateau Barco Luz. La chaux, achetée pour cacher les traces, était acquise par les canaux de Ministério Curador, en grosse partie jusqu'en 2019, puis les achats cessèrent brusquement. Quand le juge annonça la décision des jurés, reconnaissant Magalhães coupable sur tous les points d'accusation, celui-ci se leva soudain et cria dans toute la salle « Sei vivem! Si vivent !» À la suite de cela, il tenta de se casser brusquement le cou. Cependant, la garde judiciaire réussit à intervenir et empêcha sa tentative de mettre fin à ses jours. La salle eut un haut le cœur. Plusieurs personnes bondirent de leur place. Le juge annonça immédiatement une pause pour rétablir l'ordre. Après la pause, l'audience continua dans un silence complet. Le juge répéta encore une fois la décision des jurés. Le tribunal de jurés de Manaus reconnut Daniel Magalhães coupable selon les articles 121 paragraphes 2 et 211 du Code pénal du Brésil. La sentence finale fut 459 peines à vie, une pour chaque victime prouvée.
C'était la punition maximalement sévère de toute l'histoire de l'État d'Amazonas. L'affaire fut officiellement déclarée fermée. Toutes les fausses versions de l'enquête furent soigneusement vérifiées et rejetées. L'identité du meurtrier, les motifs, schémas et méthodes de ses actions furent révélés complètement et exhaustivement. Le mystère des disparitions massives fut définitivement expliqué. Cependant, un dossier séparé avec l'information sur les 6 guéris que mentionnait Magalhães au tribunal fut officiellement classifié. Fut aussi classifié le document où il était question de donateurs potentiels finançant son activité au-delà de l'État d'Amazonas. Ces informations ne furent jamais révélées publiquement et restèrent sous le sceau secret. La police fédérale et le tribunal de jurés fermèrent l'une des affaires les plus massives et sombres de l'histoire contemporaine du Brésil. Néanmoins, le public ne sait toujours pas tout, et certaines questions restèrent sans réponse, cachées derrière les sceaux de secret. Des années plus tard, l'enquête sur l'affaire 459 sans nom s'acheva officiellement. Ne resta que la dernière carte de l'itinéraire de Barco Luz, démontrant le chemin du bateau par les affluents de l'Amazonie. Elle servait de dernier rappel de combien profondément peut aller un homme dans son aspiration à manipuler l'espoir, la peur et le désespoir d'autres gens. Cette carte devint le dernier élément visuel de l'histoire dans laquelle la vérité s'était révélée plus terrible que toutes les suppositions et hypothèses.